Maloulou, Marie-Lily Serra. Ne t'inquiète pas, Ghislaine. La Cou 22 est née avec Maloulou. Voilà que Destin et Madame Destin, les tout premiers habitants à avoir construit des cabanes à l'entrée du campone, expliquaient à ma mère un matin, peu après notre emménagement. Le soir ne faisait pas peur à ma mère, mais Maloulou sûrement. D'aussi loin que je me souvienne, elle avait bravé les ruelles sombres avant de revenir de temps à autre à son lit surélevé avec des parpaings et dissimulé derrière un rideau à motif cachemire pour me protéger du défilé des visiteurs, dont l'argent payait notre cabane, mon école, notre nourriture et nos vêtements. En un certain sens, j'étais bien la fille de ma mère, je n'ai jamais eu peur du noir. Comme les époux Destin, les habitants n'ayant rien d'autre à faire se retrouvaient souvent sous le soleil éclatant du matin autour d'une tasse de café pour échanger des histoires sur Maloulou, comme s'ils se disputaient le prix du récit le plus passionnant. Il y avait ceux qui éclataient de rire en signe d'incrédulité, et ceux qui devenaient pensifs à l'évocation de la chose mystérieuse qui avait toujours vécu parmi eux, mais qui n'avait jamais été vue. Les jeunes comme moi qui devaient vaquer aux tâches ménagères avant de se préparer pour partir à l'école, avaient l'habitude d'écouter à la dérobée, les oreilles emmagasinant avidement tout ce qui était dit, les yeux s'écarquillant de stupéfaction. D'où Maloulou tirait son nom, personne ne le savait vraiment. Dans l'une des versions de l'histoire, elle était venue de la mer sous le nom de Kiruka, mais on l'avait changée à son arrivée sur l'île, car les sonorités de Maloulou roulaient mieux sur la langue. Quoi qu'il en soit, cette terrible âme errante, qui selon la légende venait hanter notre campone quand la nuit était noire comme de l'encre, nous ensorcelait tous. Un homme en particulier, Roland Désir, se serait retrouvé nez à nez avec Maloulou, à ce qu'on disait. Un matin, Roland Désir serait brusquement devenu fou, comme tout le monde s'empressa de le répéter après avoir entendu la version de celle qui avait tout vu, sa femme Marguerite. Assise au milieu de la cour, en pleurs, elle avait dit que peut-être si elle n'avait pas embêté Roland avec les frais de scolarité des enfants, il n'aurait pas perdu la tête. Des années après, Roland errait toujours dans les ruelles et son quotidien se résumait à parler tout seul, à s'abriter sous les arbres, à dormir sous les étoiles, à mendier sa nourriture et jeter des cailloux dans la mer où il passait le plus clair de son temps. Les habitants de la Cou 22 allaient encore aujourd'hui chercher Roland pour lui donner les restes de leur repas. Après tout, c'est à cause de ce campo que sa vie avait changé. Les gens n'avaient pas oublié comment il avait été un fier homme du Nord qu'il avait quitté il y a bien longtemps pour s'installer ici avec sa jeune famille. Il subvenait aux besoins de ses 8 enfants en transformant des barils de pétrole au rebut en poêle à charbon qu'il revendait ensuite. Tous s'accordaient à dire que c'était l'un des meilleurs éléments de la Cou 22. Simplement, il ne gagnait pas assez d'argent pour entretenir aussi sa fâcheuse dépendance au combat de coq. Mais un malheur n'arrive jamais seul, comme on dit, et le sort s'acharna sur le clan Désir après la capitulation de Roland. Les habitants de la Cou étaient persuadés que Kénessou, le benjamin de la famille, mourrait prématurément. Moins d'un an s'était écoulé entre sa naissance et celle de Jean, le frère qui le précédait, et le corps de Madame Roland ne s'était pas suffisamment remis pour porter un bébé en bonne santé et à terme. En grandissant, Kénessou se révéla effectivement un enfant souffreteux, fièvre, bronchite, diarrhée, il attrapait toutes les maladies possibles et imaginables. Pour beaucoup, la famille Désir avait eu de la chance qu'il reste en vie aussi longtemps, mais certains croyaient tout de même que Maloulou était à blâmer. Claire lumière de la mer, une nouvelle d'Edwige Dantica, Villerose, nouvelle traduite de l'anglais par Patricia Barbe-Giraud. Au matin du 7e anniversaire de Claire Limay Lamennais-Faustin, des témoins rapportèrent avoir vu une vague scélérate, qui mesurait entre 3 et 6 mètres selon eux, déferler sur l'océan à hauteur de Villerose. Le père de Claire, Gaspard, en faisait partie, et il était en train de défaire les 2 cordes en cisale qui retenaient son bateau de pêche à un gros rocher quand il remarqua la vague. Il commença par entendre un faible grondement, comme le tonnerre dans le lointain. Puis il vit un mur d'eau se dresser des profondeurs de l'océan, une langue bleu-vert géante qui cherchait à lécher le ciel. Aussi vite qu'elle avait grossi, la vague s'effondra violemment sur elle-même et ne fut plus qu'un clapotis
en arrivant sur la plage à hauteur de Gaspard qui était abasourdi. En une fraction de seconde, il avait vu une petite barque être brusquement poussée sur la crête de la vague, clouée au sable dans le creux et se volatiliser de la surface de l'eau. Son propriétaire était un homme que Gaspard avait salué en coup de vent pendant les années, pressés qu'ils étaient tous les deux de partir en mer dès que l'aube poignait. En un claquement de doigts, le voisin et ami de Gaspard avait disparu, et rien n'indiquait qu'il s'était passé quoi que ce soit sortant de l'ordinaire. Ce matin-là, il faisait une chaleur étouffante, et au lieu de partir en mer, Gaspard était resté sur sa paillasse, à considérer l'impossible décision qu'il savait devoir un jour prendre. À qui, en définitive, donner sa fille ? « Tu te rends compte ? Si je m'étais réveillé plus tôt, moi aussi j'aurais été là-bas, dit-il en pleurant à la douce fillette, après avoir vu le bateau couler. Les yeux ronds et cuivrés, assortis à sa peau très brune, on lui disait souvent qu'elle était noire comme de la mélasse. Claire était étendue sur le petit matelas en mousse qu'elle occupait dans l'unique pièce de la cabane. Sa chemise de nuit légère était trempée de sueur dans le dos. Et Gaspard venait de l'arracher à un rêve qu'elle n'arriverait pas à se rappeler une fois pleinement réveillée. Lorsque ce fut le cas, elle mit ses longs bras décharnés autour du cou de son père, comme elle le faisait depuis qu'elle était toute petite, et pressa son nez contre sa joue baignée de larmes. Quelques années plus tôt, son père lui avait raconté ce qui s'était passé lors de son tout premier jour sur terre, et comment, en lui donnant naissance, sa mère était morte. C'est ainsi que le jour de son anniversaire était également un jour de deuil. Et la vague scélérate tueuse de pêcheurs venait prouver qu'il n'avait jamais cessé de l'être. Pourtant, lorsque son père était venu lui parler ce matin-là, Claire avait espéré qu'il soit venu lui souhaiter un joyeux anniversaire. Même si au fond d'elle, elle savait qu'il lui disait peut-être aussi au revoir. Hall de départ de Nadine Pinède, Cap Haïtien. La politique et le vaudou, c'était tout ce que la plupart des gens connaissaient d'Haïti. À cette époque-là, et dans les deux cas, le sang avait coulé. C'est à cause de la première que mes parents sont partis et n'ont jamais pu revenir. Un de mes oncles a été assassiné, un autre jeté en prison pendant 1 an. Ils n'ont jamais voulu nous en dire plus. Pendant des mois, avant notre voyage familial en Haïti, j'avais supplié mes parents de nous emmener à une cérémonie vaudou parce que je pensais que ça ferait cool de raconter ça à mes copines. Ils avaient fini par céder. Je l'ai sacrément attendu cette soirée-là. Le jour J, nous y sommes tous allés, Philippe m'escortant d'un côté, ma mère de l'autre. Le prêtre vaudou, Monsieur Duval, a commencé par expliquer qu'on allait assister à une vraie cérémonie et qu'il valait mieux oublier la plupart des choses qu'on avait entendues ou vues dans les films. Je n'ai pas l'intention de planter d'aiguilles dans des poupées, a-t-il ajouté en souriant, et si vous êtes sage, je ne transformerai personne en zombie. J'ai levé les yeux au ciel en entendant l'assistance éclater de rire. Soudain, de lents battements de tambour ont commencé à résonner dans l'amphithéâtre. Du coin gauche sont arrivés en file indienne des hommes et des femmes habillés en blanc, qui avançaient en faisant un pas de deux au rythme des tambours, comme s'ils dansaient le merengue. Duval a pris une bouteille qui était posée sur son autel. Il a bu à même le goulot et recraché tout de suite, arrosant l'air tout autour de lui. « Tu crois que c'est du rhum ?» m'a demandé Philippe, les yeux brillants d'excitation. « Je crois surtout que c'est dégoûtant. »« Et regardez ça !» ai-je crié. Mais ma mère m'a fait signe de me taire. Une femme s'était arrêtée, pile devant nous. Je n'avais jamais vu une peau si noire. Elle était bleu nuit, presque, et ses bras et ses jambes tremblaient par à-coups. Elle a rejeté la tête en arrière à hurler. J'ai empoigné le bras de mon frère. Pas question que ma mère voie que j'avais peur. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je chuchoté à Philippe. « Elle est possédée, en transe. » La femme était à présent penchée en avant. Elle tremblait toujours. Soudain, elle a bondi vers Duval. Elle a attrapé la bouteille qui était par terre et a bu. Elle nous a coupé le souffle à tous quand on a entendu le bruit du verre qui cassait et qu'on l'a vu mastiquer. « J'y crois pas !» a fait Philippe. Moi, j'étais bouche bée d'incrédulité. Les bougies se sont mises à briller plus intensément, comme si elles fonctionnaient à l'essence.
La femme possédée a pris un bout de bois sur le petit tas qui brûlait et l'a fourré dans sa bouche. J'ai sursauté, mais je n'ai pas détourné le regard. Un liquide rouge lui a dégouliné des lèvres et le filet s'est approché dangereusement de son col blanc. « S'il vous plaît, faites qu'elle ne vienne pas par ici. Je n'aurais jamais dû insister pour qu'on s'assoie au premier rang. Voilà qu'elle était de nouveau pliée en deux tout près du feu. C'est seulement quand elle s'est retournée pour nous faire face qu'on a vu le coq blanc. Elle le tenait par les pieds et elle s'est mise à le faire tourner au-dessus de sa tête. Oh non, pas ça. En 1 seconde, tout était fini. Le sang a jailli de la tête coupée du coq, mais on aurait dit que ses pieds continuaient à se débattre dans les mains de la femme. L'assistance a poussé un grognement en chœur, des mains se sont portées aux bouches. « Les esprits chevauchent les possédés », a expliqué M. Duval, et naturellement, ils exigent des sacrifices. Le corps sans vie du coq reposait sur le vévé à côté du feu. J'étais toujours la délicate de la famille. Ce soir-là, j'ai dû scruter le sol pour tenter de me calmer, parce que dans mon ventre, c'étaient les montagnes russes. Pourvu que j'arrive à me retenir de vomir devant tout le monde. Le temps que je sente les coups de coude que me donnait Philippe, c'était trop tard. Elle était là, devant moi. La possédée avait la bouche barbouillée de sang et de suie. Elle me regardait, droit dans les yeux, et tenait de nouveau un bout de bois carbonisé. Celle-ci dans sa main. Le public était silencieux. Les tambours jouaient en sourdine. Elle restait là, sans rien dire, comme si elle pouvait entendre mon cœur qui cognait dans ma poitrine. Elle m'a pris la main droite. Elle avait les yeux étranges, qui me faisaient penser à un tunnel noir. Mais tout d'un coup, je n'ai plus eu peur, parce que j'avais l'impression d'être sortie de mon corps et de flotter vers le plafond, comme si je regardais la scène de là-haut. Elle m'a retourné la main, et à l'aide du bout de bois couvert de suie, elle m'a dessiné un X dans ma paume. Laquelle des deux? Évelyne Trouillot. La grand-tante de Brooklyn avait promis d'en faire chercher une, mais laquelle? De la prendre sous son toit, dans son appartement de 4 chambres, une aubaine à New York, dans ce quartier de moins en moins fripé d'où les Blancs essayaient maintenant de la chasser. On ne m'en fera pas partir. Ils peuvent s'installer avec leur café-terrasse, leur petite boutique au nom français qu'ils prononcent d'ailleurs avec un accent épouvantable. Pas question que je m'en aille, déclarait la tante de Brooklyn. Son appartement lui tient lieu de mari, confiait sa nièce Béatrice. Un mari docile qui ne réplique pas, reste propre et n'a pas la main baladeuse. Que demander de plus? 4 chambres à coucher, c'est un luxe à New York. La salle de bain attenante à la sienne s'ornait d'une immense baignoire aux pieds soigneusement travaillés. Elle avait fait installer après avoir visité la maison d'une amie assez impudente pour mentionner à la tante que ne pas avoir une salle de bain affectée à la chambre principale démontrait un niveau de vie frôlant la barbarie. La tante de Brooklyn ne permettait à aucune connaissance, parent ou ami, de lui faire la leçon. Après tout, depuis son arrivée aux États-Unis, elle travaillait avec une famille riche de Long Island, des Juifs italiens ayant le goût des bonnes choses et la capacité de faire fructifier leur argent. Donc, que des Haïtiens parvenus pensent pouvoir lui raconter des histoires, ce serait le comble. Lors de sa dernière visite annuelle, Béatrice était longuement extasiée devant la céramique italienne de la salle de bain et les bouquets de fleurs artificielles ornant la grande chambre. La deuxième était réservée aux quelques rares parents et amis assez téméraires pour affronter pour plus de quelques heures la langue acerbe de la tante, célibataire endurci dans ses opinions et ses préjugés. Dans la troisième des chambres, transformée en atelier de couture, la tante fabriquait des coussins et des rideaux dans des tissus de velours qu'elle jugeait distingués parce que ses patrons en raffolaient. La quatrième chambre, la plus petite, remplie pour l'instant de vieux meubles et de bibelots, servait à la fois de dépôt et de cave au trésor. C'est ce capharnaüm qu'elle comptait aménager pour accueillir une de ses petites nièces, une des filles de son neveu Aramis. Mais laquelle des deux? Lorsque Béatrice racontait ainsi les lubies de sa tante de Brooklyn, TB comme on l'appelait ici, à son insu évidemment, nous l'écoutions toutes deux avec un mélange d'appréhension, d'envie et de fascination pour ce monde d'opulence et de lumières à perpétuité. Mais aussi avec la crainte diffuse que TB soit informée de nos conversations moqueuses, mais si amusantes et thérapeutiques que nous ne nous en lassions jamais. Nous, les mères. Après tout, c'était la grande-tante qui nous envoyait de l'argent régulièrement, avait fait chercher Aramis, son neveu, celui qui perpétuait le nom de la famille. Celui qui ressemblait le plus à son père défunt, et celui qui nous avait toutes deux engrossés à 2 jours près, ou à quelques heures d'intervalle, qui sait. En tout cas, nos filles étaient nées le même jour, à terme, et presque à la même heure. Au beau milieu de la journée, un dimanche de Pâques, comme un double défi ensoleillé. Aramis en avait tout de suite informé sa tante. De son appartement de Brooklyn, la grande-tante avait joui de son privilège d'aïeul installé aux États-Unis depuis plus de 3 décennies pour nommer les bébés.
Marie Catarina et Marie Carlotta, des prénoms italiens agrémentés selon la bonne tradition catholique haïtienne du nom de la Mère de Dieu. Nous n'avions pas protesté, puisqu'à ces prénoms imposés s'associe le patronyme. En effet, Aramis Alnave, avec l'approbation de sa tante et le sourire ému de sa sœur, avait reconnu légalement les 2 enfants. Je me demande à quoi avait pensé l'officier d'état civil en remarquant la même date de naissance et les noms de mères différentes. Laquelle d'entre nous avait succombé la première au charme d'Aramis ? Aussi séducteur que le plus beau des mousquetaires, répétait Béatrice, avec chaque fois la même expression pensive et nostalgique pour ce frère trop tôt parti, et aussi pour une époque où de telles allusions littéraires n'avaient pas nécessairement besoin d'être explicitées.